l'histoire d'un livre qui m'avait été offert sur les faits divers. C'est, hop là, ce livre-là, Crime, histoire vraie, 25 affaires criminelles qui ont marqué la France, de Luc Tailleur. Il me semble que la précédente vidéo, pour certains, vous l'aviez appréciée. Donc je me suis dit que j'allais vous en lire une seconde d'histoire. Et pour aujourd'hui, je vais vous lire l'affaire Godard qui date de 1999 à Saint-Malo. Il faut savoir que c'est une histoire que je n'ai pas encore lue, donc je vais la découvrir avec vous en même temps que je vous la lirai en chuchoté, avec des chuchotements. À Saint-Malo. Donc ça va parler de bateaux, en tout cas, de voiliers peut-être. Allez, c'est parti. 1er septembre 1999, deux enfants chahutent sur le ponton du port des Sablons de Saint-Malo, savourent l'insouciance d'une fin d'été avant le retour à l'école et à la réalité. À leur côté, le père s'affaire autour du Nick. C'est un voilier monocoque long de 9 mètres. Ils prennent le large vers midi, voguent sous un temps radieux vers l'ouest, la Bretagne et sa station balnéaire de Perros-Guirec. Le 6 septembre, leur contrat de location arrive à terme et l'employé responsable du club croisière Alette s'en ronge les ongles. Il a beau scruter le rivage, pas de Nick à l'horizon. Donc le voilier avait disparu. Du moins, il n'était pas rentré. Chapitre 1. Rien à l'horizon. Ce même jour, au nord de l'île de Batz, passé Perros-Guirec, une annexe à la dérive est repérée. Remorquée puis examinée par la gendarmerie maritime, l'embarcation ne présente aucun choc. Ses rames sont déployées, prêtes à l'usage. À l'intérieur, un ciré jaune contient un chéquier au nom de l'homme aperçu 5 jours plus tôt sur le ponton du port des Sablons de Saint-Malo, un certain Yves Godard. Aux premières heures, on ne s'emballe pas, on songe à une disparition classique. Un problème de radio doit empêcher temporairement le plaisancier d'alerter quiconque, à moins qu'il n'ait bifurqué vers une escale imprévue ou qu'il ne soit égaré, confondu dans ses cartes. Les gendarmes, en collaboration avec la section de recherche rennaise, s'intéressent malgré tout au dernier signalement de M. Godard sur la terre ferme. Le 1er septembre, jour J, il est aperçu dans un supermarché de Saint-Malo, poussant un caddie garni de jouets, vivres, produits ménagers, le tout arrosé de 2 bouteilles de whisky. Plus tard, l'employé du club croisière Alette, qui n'a plus d'ongles au bout des doigts, décrit un client peu loquace, quoique expérimenté. Un navigateur aguerri, à qui on confierait sans crainte le gouvernail, la responsabilité de 2 enfants sur les flots. 2 septembre, à 18 h, des douaniers abordent le voilier loué en pleine baie de Saint-Brieuc, intrigué par sa navigation au moteur. Un vent favorable souffle dans sa direction. Pourquoi ne pas avoir déployé la grand voile? Hormis l'étrangeté, rien ne cloche à bord et Yves Godard, toujours aussi peu bavard, n'oppose aucune résistance au contrôle des gardes-côtes. Avant de partir, l'un d'eux aperçoit fugacement en cabine une petite fille qui dort, poings serrés. 3 septembre, le Nick mouille dans l'anse de Bréhec. Il y stationnera 2 journées entières. Depuis le littoral, des témoins ont le temps de remarquer les 2 gamins jouer sur le pont du voilier. Enfin, il repart, sème derrière lui son annexe et se volatilise en mer. Chapitre 2. Larguer les amarres.
véhicule abandonné par la famille n'a pas bougé d'une roue. Le combi Volkswagen blanc, fouillé de fond en comble, révèle une trousse à pharmacie contenant ampoules de morphine et compresses écarlates. Du sang nettoyé à la va-vite traîne également sur la moquette. Le procureur n'aime pas ça. Il ne croit plus à une disparition classique. Il ouvre une enquête de flagrance et donne le feu vert à la perquisition du domicile des Godard. 160 km plus loin, à Tilly-sur-Seuil, dans le Calvados, des gendarmes appréhendent une grande bâtisse en pierre, ancienne grange réaménagée à proximité d'une rivière. Au rez-de-chaussée, un mot griffonné posé sur la table à manger leur tend les bras. Parti quelques jours pour décompresser, retour prévu dimanche après-midi. Bisous. Signé Yves et son épouse Marie-France. À l'étage, les choses sérieuses commencent. De longues traînées de sang en arc de cercle décorent un mur du palier. Des giclées brusques. Dans la chambre à coucher, une autre tache profonde imbibe un matelas retourné. Qu'en dit le voisinage? Seule Bernadette, habituée à faire la nounou pour les chats, a croisé Yves au volant de son combi le matin du 1er septembre à 8h30. Derrière les vitres opacifiées se dessinaient les silhouettes des deux gamins. Quant à la mère, oui, elle était sur la banquette arrière, lui a adressé un signe de la main. Et puis, non, Bernadette hésite au sujet de Madame Godard. Sa mémoire lui joue des tours. Elle préfère se raviser. Plus affirmée, la police scientifique analyse les échantillons de sang prélevés dans le véhicule et la maison. Ils appartiennent à Marie-France et ses enfants, Marius et Camille Godard. Le 13 septembre, une information judiciaire pour homicide volontaire est ouverte. 177 pays se lancent à la recherche d'Yves, grand absent de l'équation. Le portrait de famille, comme bien souvent dans ce genre d'histoire, transpire en façade la banalité, l'harmonie. Monsieur est un notable de la région, exerce la médecine à Caen, tandis que sa compagne gère le secrétariat du cabinet. Ensemble depuis 1994, ils s'étaient respectivement engagés au moment de leur rencontre. Le coup de foudre bouleverse les ménages. 5 ans plus tard, le mariage tient bon, mais prend un peu l'eau. L'enquête trahit au fur et à mesure un manque flagrant de communication entre époux, à l'image de cette croisière à bord unique, tenue secrète par le docteur. Sur son agenda, une foule de rendez-vous bariole la semaine du 30 août. La veille de l'appareillage, Marie-France s'entretient longuement au téléphone avec sa fille, issue de son premier mariage, sans une seule fois évoquer une quelconque escapade. À Saint-Malo, aucun habitant n'a signalé la présence de la mère, ni au supermarché, ni auprès du club croisière Alette. On craint le pire, le métier le veut, que sa dépouille ait été transportée incognito dans une housse de voile, ou bien débarrassée durant le trajet entre Tilly-sur-Seuil et le port des Sablons. Des fouilles quadrillent les alentours de Caen, les hommes grenouilles plongent dans les eaux de la Seuil, les gendarmes passent au peigne fin les forêts, les mines de pierre à chaud, les anciennes carrières. Chapitre 3. Mutinerie. À défaut du Calvados, c'est la Manche qui recrache les indices suivants. Le 16 septembre 1999, un gilet de sauvetage étiqueté au nom d'Unique flotte au large de Cherbourg, au beau milieu d'une voie empruntée par les cargos massifs. Une semaine plus tard, c'est un canot de sauvetage du même voilier qui échoue sur une plage anglaise. Esquive à moitié gonflée, mais intacte. Étrange qu'un naufrage puisse éparpiller l'équipement de la sorte. Rappelons que la météo demeurait excellente à l'heure du départ et bien après. De là à penser que M. Godard ait maquillé une mésaventure en mer afin de camoufler une fuite, il n'y a qu'un nœud. Un rapide coup d'œil à sa situation financière dévoile une quantité impressionnante de dettes,
sociale impayée et des crédits à rembourser. Autre chose coince, bien que généraliste, le docteur Godard n'est pas insensible aux pratiques parallèles. Il est condamné dans les années 1990 pour exercice illégal de la pharmacie. On lui reproche également de s'être fait un peu de publicité, d'avoir publié dans un hebdomadaire local sa thèse sur le traitement de la sciatique par acupuncture. Le Conseil de l'ordre des médecins ne l'a pas loupé. À l'arrivée, son activité est suspendue plusieurs mois, mais les charges, elles, subsistent. Une injustice allant croire qu'il combat en rejoignant les rangs de la CDCA, Confédération de défense des commerçants et artisans. Un syndicat musclé, anti-système, anti-impôt, anti-fisc, anti-URSAF, anti-tout. Membre actif, trésorier de la branche du Calvados, Yves Godard est initié à l'art de l'insolvabilité, vide ses comptes, en ouvre d'autres à l'étranger, protège son patrimoine en le plaçant sous le sigle d'une société civile immobilière, inscrit le nom de ses enfants sur les cartes grises de ses véhicules. L'idée qu'un notable, acculé par les huissiers, songe à mettre les voiles pour démarrer une seconde vie séduit. Un hic toutefois, rien ne justifie d'y inclure Marius et Camille, 4 et 6 ans, et de faire disparaître sa compagne en chemin. Chapitre 4. Sabordage. Le 2 octobre 1999, la gendarmerie de Falaise, dans le Calvados, reçoit une lettre anonyme rédigée sur un minuscule bout de papier. Yves Godard est vivant. Il séjourne en mer d'Irlande sur l'île du Mans. Sur l'île de Mans. Le prendre au sérieux. Des gendarmes accostent aussitôt en territoire britannique. L'île de Mans est réputée pour sa discrétion, son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, sa fiscalité donc, destination rêvée quand on souhaite se faire oublier. Sur place, les photos de la famille Godard passent de main en main, enrichissent un appel à témoins lancé par les autorités locales. Un hôtelier y répond, confirme avoir accueilli entre les 7 et 14 septembre un père français et ses 2 enfants. Les descriptions physiques correspondent. Yves a pris soin de couper court ses cheveux, de porter des lunettes et une moustache. Le 21 octobre, une seconde lettre du corbeau qui revoit ses tuyaux parvient à Falaise. Le docteur est dans l'archipel des Hébrides, à Lewis. Sauver Marius et Camille. Les enquêteurs s'adaptent, ils quittent l'île de Mans, migrent au nord de l'Écosse. À Lewis, une compagnie fluviale se rappelle avoir vendu un billet à M. Godard. Les taux se resserrent. La course-poursuite s'accélère, on se languit de la confrontation tant attendue. Et puis, non, tout s'écroule. Le juge d'instruction français chargé de l'affaire aurait quelque peu outrepassé les commissions rogatoires internationales, laissant travailler ces hommes en terre écossaise sans la moindre autorisation valable. La faille décelée par le parquet d'Édimbourg contraint les gendarmes talonnant leur docteur à faire demi-tour, direction Rennes, Penaud. Quant au corbeau, il n'écrit plus. Son ADN a beau être relevé sur un timbre léché, appartenir à une femme âgée d'une 60aine d'années, elle ne sera jamais formellement identifiée. Chapitre 5. Vaisseau fantôme. Fin juin 2000, les
au sud du Portugal, il déroule la piste d'un compte appartenant à Yves Godard. Inactif depuis des mois, protégé par le secret bancaire, il se rend aussi en Crète, en Afrique du Sud, à Miami, ou en Asie, là où on pense l'avoir reconnu dans un port, un restaurant, dans les rangs d'une association humanitaire. Mais rien n'y fait. Le docteur est un fantôme partout et nulle part à la fois. En 2001, des documents à son nom changent ponctuellement une plage des Ébiens, archipel bordant Saint-Malo. Puis ce sont des cartes de crédit qui dépassent du sable intact malgré 3 années digérées par la mer. L'endroit résonne avec le passé. Enfant, Yves y passait ses étés en compagnie de ses parents. Manifestement, quelqu'un disperse à la nuit tombée ses effets personnels. Mais qui? Le corbeau sexagénaire, Godard lui-même. On a beau se planquer sur l'archipel, on n'attrape rien d'autre que le vent. 16 septembre 2006, les courants de la Manche, encore et toujours eux, donnent le tempo. Ils apportent un semblant de conclusion. À 70 km au nord de Roscoff, un marin pêcheur remonte un tibia et un fémur. Les eaux recèlent l'ADN cellulaire d'Yves Godard. Sa mort impromptue signe la fin de l'action publique. Chapitre 6. Trésor en vue. Alors, fin de l'histoire, pas tout à fait. Les vestiges tuniques n'ont jamais été détectés, et sur les 4 membres de la famille Godard, la mère et le fils demeurent introuvables. Début 2007, le maire de Lingèvre, petite commune voisine de Die-sur-Seuil, reçoit une lettre anonyme. Son auteur, peut-être notre vieux corbeau déplumé, prétend que le cadavre de Marie-France Godard serait enterré quelque part dans le cimetière du village. À la missive, il joint un plan détaillé du lieu. En creusant à l'endroit désigné, les pelles butent contre des ossements à 40 cm de profondeur. L'espoir renaît un temps, puis laisse place à une amère déception. Les vestiges humains appartiennent à quelqu'un d'autre. On apprendra que la fausse piste a été soufflée par un radiesthésiste du coin, désireux de la jouer en solitaire, déambulant à travers champs, un pendule à la main, une photo de la victime disparue dans l'autre. Il s'est égaré dans la nuit, a fini dans les allées du cimetière communal et a vu un signe. En 2011, le grand reporter Éric Lemasson écrit un livre intitulé L'assassinat du docteur Godard. Le titre intrigue le journaliste s'explique. Selon lui, 2 affaires sont à distinguer. L'une relève du drame familial sanglant et inexplicable survenu en septembre 1999 au domicile des Godard. L'autre concernait les agissements du père de famille au sein de la CDCA et le potentiel assassinat qui en découle. Comme la plupart des adhérents, Yves aurait profité d'un système de placement géré par une organisation tendance mafieuse agissant dans l'ombre du syndicat. La manœuvre engrange 3 millions de francs, un joli magot que personne ne souhaite réellement céder. Se voyant refuser la restitution de ses économies, Godard s'improvise maître chanteur. Il menace de dévoiler la magouille au grand jour. En d'autres termes, il se dessine une belle cible rouge sur le front. Éric Lemasson corrobore l'hypothèse en évoquant le cas irrésolu de Christian Pousset, ex-leader de la CDCA, froidement tué dans les bureaux de sa société en 2001 par 2 individus cagoulés. Avant lui, l'un de ses associés avait déjà connu un sort funeste, emporté par un prétendu accident d'avion aux circonstances discutables. Le grand reporter s'appuie enfin sur les révélations d'un homme réfugié en Amérique latine, entendu par la police française en 2004. Impliqué dans la fameuse organisation mafieuse de mèche avec le syndicat,
il aurait cédé des renseignements sur la mort de Christian Pousset, arguant que ses assassins se seraient également occupés, selon ses mots, d'un médecin et de ses 2 enfants. En 2009, seulement le témoignage s'échappe du dossier Pousset pour rejoindre celui du docteur Godard, et à ce jour, la connexion n'a donné aucune suite tangible. 13 ans d'enquête et 5 magistrats différents ne seront pas venus à bout d'un des plus grands mystères criminels de notre beau pays et de son littoral. Aujourd'hui, l'hypothèse d'un suicide collectif dissimulé derrière un naufrage prévaut à n'importe quel autre. Le père d'Yves Godard, psychiatre de profession, fut autrefois auditionné et avait jugé son fils capable d'accomplir une telle folie, le décrivant volontiers comme un fin calculateur, extrêmement intelligent. Il aurait même planifié le sabordage afin qu'il survienne au-dessus de la fosse des Casquets, un bas-fond de la Manche où l'on noie allègrement munitions de la Seconde Guerre mondiale, déchets toxiques et pourquoi pas épaves de voiliers monocoques. Lasse de toutes ces possibilités fécondes mais infructueuses, la justice prononce un non-lieu en 2012, officiellement close. L'instruction pourrait toutefois faire l'objet d'une réouverture à condition que tout nouvel élément soit reçu avant 2032, de quoi laisser du temps à la Manche pour livrer quelques-uns de ses derniers secrets. Voilà pour cette histoire.